Bon, Julien me demande de raccourcir ce que je pensais vous transmettre, parce que dans la préparation de ces journées, de ce forum, de ce 16e forum qui est centré sur le travail, il est peut-être utile de revenir sur certaines considérations qui concernent le travail. Mon laboratoire, vous voyez, s'appelle ATEMI, ça veut dire analyse du travail, limitation des industries et des services, c'est-à-dire que c'est un laboratoire qui a pour projet à la fois d'analyser le travail, mais surtout d'essayer de voir dans quelle mesure le travail peut être émancipateur. La thèse, nous avons le prise de parti de ce laboratoire, c'est d'essayer de rechercher à la fois des dynamiques économiques, sociales, politiques, qui favorisent un travail dans une démarche émancipatrice. C'est très ambitieux, très ambitieux. On est très petit, donc on est très modeste. Et comme je sens qu'on partage malgré tout avec vous cette intention, ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec vous. Si vous voulez, en réalité, c'est très curieux. Dans cette société, surtout depuis ces 30, 35, 34 ans, dernières années, on parle beaucoup d'emploi, mais on ne parle pas du travail. Or, l'activité du travail, elle est centrale. La question du travail, c'est une question qui nous touche tous. Quand l'on arrive à trouver une rémunération, ce qui est formidable, mais même quand on n'arrive pas à trouver une rémunération, on est engagé dans un travail. En fait, l'activité, le travail en tant qu'activité, je ne parle pas d'emploi, le travail comme activité, elle est fondatrice de notre société et de chacun d'entre nous. Quand nous travaillons, nous contribuons à créer de la valeur. Une valeur économique, ça peut être des biens, des services gratuits. Ça peut être des biens, des services qui donnent source à des rémunérations, mais nous produisons de la valeur économique. Quand nous travaillons jamais seuls. Nous travaillons toujours avec d'autres, à tel moment, à tel autre moment. Et à travers ce travail, nous créons du lien social. Le travail est constitutif du lien social. Quand nous travaillons, nous nous construisons nous-mêmes. Nous construisons notre personnalité. Nous construisons la façon d'être avec les autres. Et dans le regard des autres, nous nous construisons parce que nous n'existons pas sans les autres. Le travail est une intention de rencontrer l'autre, de vivre à travers le regard de l'autre. On ne travaille pas simplement pour soi, le regard sur son nombril, quelquefois on le fait un peu, mais ce n'est pas la destinée du travail. Et cette destinée du travail devient constructive de nos êtres, de notre psychisme, de notre existence. Et puis le travail a une dimension politique, pas au sens politicien du terme, au sens du vivre ensemble. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes amenés à faire des arbitrages dans le travail. Toujours, nous prenons des décisions qui ne sont pas complètement prévues. Toujours en temps réel, nous faisons telle ou telle chose, nous pensons de telle et telle manière, et nous agissons de telle ou telle manière. Et dans la façon dont nous arbitrons, sur la façon de nous comporter dans le travail, ces arbitrages ont une portée sociétale, ils ont une portée politique. On écoute l'autre, on n'écoute pas, on le rejette, on l'accepte. On tient compte de ses difficultés de langage, de ses difficultés d'insertion dans le travail, on n'en tient pas compte. Chaque fois, en réalité, de manière pas forcément consciente, le travail engage une prise de parti politique. Et cette dimension centrale du travail, je trouve qu'elle est absolument fondamentale à discuter. Et d'une certaine manière, je pense que dans les ateliers qui sont préparés cet après-midi et voire demain, elle va animer vos discussions. Or, ce travail, il a profondément changé ces 30 dernières années. Il a profondément évolué. Encore une fois, je ne parle pas simplement de l'emploi, je parle du travail comme activité. Le travail est devenu beaucoup plus relationnel. Il est pris par l'évolution des limites de service. Vous savez qu'aujourd'hui, 80% de la valeur ajoutée relève des activités de service. 80% relève d'activités qui relèvent de services. Soit des services rendus à la population, soit des services rendus aux entreprises, soit des services rendus en interne à nos organismes. Et ce service qui devient dominant dans nos activités, le basculement, on l'analyse autour des années 70, 75 également en France. Depuis 1975, tout d'un coup l'industrie ralentit et les services deviennent moteurs de la croissance, de la dynamique économique.
Mais ça passe par des mutations du travail profonde. Parce que le service, dans une part importante de son temps, c'est en relation avec les autres. Dans le lien à l'autre, le lien direct à l'autre. Et ce lien direct à l'autre pose une forme d'engagement. Un engagement corporel, un engagement subjectif, total. Cette relation de service est un élément très important de l'évolution de notre travail contemporain. Le deuxième point très important de l'évolution, y compris à travers les activités de service, mais pas uniquement, vous vivez bien dans l'agriculture, le maraîchage, ou dans l'agriculture en général, c'est l'incertitude. L'incertitude des marchés. La façon dont, y compris les mangeurs aujourd'hui, la façon dont nous consommons, nous changeons tout le temps d'avis. Nous changeons de fournisseurs, nous changeons de magasins auxquels nous adressons, nous changeons de décision de consommation. Et cette incertitude, en réalité, qui provient du comportement des consommateurs en général, c'est-à-dire des ménages, de nous-mêmes, cette incertitude a des conséquences extrêmement importantes du point de vue économique, du point de vue d'entreprise, parce que la prévisibilité des marchés devient très dure. Et donc la capacité à s'adapter à tout moment, réactif, agile, disent certains, que cette réactivité devient un élément central du travail. Vous prévoyez de faire quelque chose et paf, ça ne marche pas. Vous prévoyez de produire telle quantité de choses et paf, ça ne marche pas. Vous vous heurtez à une situation plus complexe que celle que vous avez imaginée, l'incertitude devient radicale. La capacité alors de réactivité, de retravailler ensemble face à cette incertitude devient un élément central du travail. Cet élément central du travail, bien entendu, engage les uns et les autres. Nous engage beaucoup plus fortement que dans les années 60, les années 50, les années 40. Beaucoup plus fortement. On est beaucoup plus sollicités les uns et les autres. Vous, comme les gens en insertion, comme les autres qui travaillent dans d'autres entreprises, par le travail. Vous donnez plus de vous-même, nous donnons plus de nous-mêmes dans ces activités-là. Tout ceci crée un écart beaucoup plus important qu'avant entre ce que les ergonomes appellent l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. C'est-à-dire l'écart entre ce que nous prévoyons de faire, les méthodes que nous allons utiliser, les quantités de choses que nous allons faire, la qualité de ce que nous allons faire, ce que nous prévoyons, ce qui est prescrit par des règles, par des normes, par des objectifs, que nous voulons d'ailleurs nous auto-prescrire. Cette prescription n'est jamais au rendez-vous du réel. Toujours décalé, toujours en décalage temporel, ou en décalage par rapport aux attentes. Et ce rapport au réel qui est différent, quand dès que vous rentrez dans le réel, est pour surmonter cette difficulté, où vous vous engagez. L'engagement subjectif actuel est essentiel à prendre en compte. C'est un engagement de la pensée, c'est un engagement des émotions, c'est un engagement des corps. Chacun est amené ainsi, par rapport à la différence qui s'accroît entre le prescrit et le réel, à s'engager davantage. Mais bien entendu, en s'engageant davantage, on prend un risque personnel. Est-ce qu'on va satisfaire le client? Est-ce qu'on va satisfaire le bénéficiaire du service? Est-ce qu'on va satisfaire la hiérarchie, les collègues? Est-ce qu'on va satisfaire le cadre? On n'est pas sûr. Cette incertitude sur la satisfaction des gens que l'on sert crée une préoccupation, voire une angoisse. Et malgré notre bonne volonté, très souvent, nous ne sommes pas complètement au rendez-vous de l'attente. Et cet écart, ce caractère de même, malgré notre bonne volonté, malgré l'intention de bien faire, paf, nous ne sommes pas complètement à côté, nous passons un peu à côté. Vous voyez bien, moi je vis tout le temps. Vous attendez des choses de moi, paf, je vous raconte un truc qui n'est pas tout à fait au point. Vous allez voir, pas complètement content. Intéressant le du terme, mais pas terrible quand même. Bon, et vlac. Voilà. Et on est tous là-dedans. Alors, comment fait-on? Comment peut-on prendre le risque de ne pas satisfaire? Parce que en ne satisfaisant pas complètement les gens qui attendent de nous, ça nous fait souffrir. On en souffre. On retourne cette association contre soi-même, on
culpabilisme, cette insatisfaction que l'on pressent chez les autres. Et ça nous fait souffrir. Alors on ne le dit pas trop, on le cache un peu, on essaye de dévier, et quand on se regarde soi-même avec lucidité, oui, cette insatisfaction nous fait souffrir. Tous. Vous, moi, les autres. Que faire? Que faire de cette souffrance, de cette insatisfaction? Comment ce rendez-vous le prendre en charge collectivement? Comment en faire une ressource et pas un affaiblissement? Comment faire de cet écart, de cet engagement, de ce démarrage de souffrance, non pas quelque chose qu'on finalise contre soi, mais qu'on arrive à reprendre pour en faire quelque chose de créatif. Et là, vous avez trois avenirs de cette dimension de souffrance, de cette insatisfaction, trois dimensions. Soit elle vous intrigue tellement, elle est tellement trop forte, vous allez chercher à vous défendre. Vous allez vous replier, vous rétracter. Vous allez développer des défenses qui peuvent être des défenses collectives de métier. Alors c'est toujours les autres qui ont tort. Alors professeurs, c'est des étudiants qui sont complètement cons. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les années 70, c'était formidable. Aujourd'hui, c'est des imbéciles, ils ne pouvaient pas savoir. C'est vraiment terrible, ces étudiants, c'est affreux. C'est les autres. Alors après, c'est les secrétaires. Et les secrétaires, c'est les profs, on ne les voit jamais, ils sont toujours à l'étranger, ils circulent partout, ils vont faire des conférences partout. Qu'est-ce que c'est que ces profs qui sont pas dans leur bureau? Chacun reporte sur l'autre la responsabilité du travail. Chaque profession va reporter sur l'autre la responsabilité des difficultés, des échecs ou des écarts de son propre travail, c'est-à-dire cette insatisfaction qui crée cette souffrance. C'est défensif. C'est embêtant. C'est embêtant parce que quand ces défenses collectives se développent, trop corporatistes, ça peut aller vers la violence sociale. Il est un peu bizarre, celui-là ou celle-là, hein? Il est un peu... Ouais. En fait, vous butez sur des défenses plus personnelles, vous allez toucher quelque chose de délicat chez la personne, elle se défend et on comprend. Mais vous voyez, ce développement de la défense, qu'elle soit collective ou personnelle, est dans un processus de contraction, elle n'est pas créative. Elle ne permet pas de créer de la valeur, d'aller vers l'autre, de dépasser les difficultés. Elle ne permet pas aux personnes de se développer d'un point de vue personnel. Quand les gens continuent à, malgré tout, vouloir s'engager, alors ils vont s'engager avec beaucoup d'énergie. Ils vont développer ces deuxièmes voies, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais là, si cette énergie n'est pas reconnue pour elle-même, c'est-à-dire cet engagement n'est pas reconnu par l'organisation, par les cadres, par vous vis-à-vis de vos gens qui travaillent avec vous, ou reconnu par les consommateurs, par les gens que l'on sert, alors si la reconnaissance n'est pas au rendez-vous de l'engagement, alors la violence que représente la non-reconnaissance se retourne contre soi et on tombe malade. Les gens tombent malades. La violence de la non-reconnaissance se traduit soit par des troubles à la fois psychiques et psychosomatiques. En d'autres termes, ils peuvent tomber malades physiquement, on ne comprend pas, la personne n'est pas là. Et en réalité, c'est le travail qui pose problème. Ou tout d'un coup, la personne est pleine, livrée, désarçonnée. C'est la question du travail qui n'est pas au rendez-vous de la reconnaissance. Alors, il y a une troisième voie, heureusement, il y a une troisième voie. C'est une troisième voie qu'on prodigue, qu'on développe, qu'on cherche à faire entendre. C'est la voie de la reconnaissance du travail. Mettre en place dans nos organisations, dans toutes nos organisations, ce que j'appelle l'organisation réflexive, c'est-à-dire un mouvement de reconnaissance du travail réel. Mais c'est pas facile de reconnaître le travail réel. Et là, on tombe devant un deuxième problème, c'est que le travail est invisible. Eh oui. Vous savez comme moi que les effets ne sont jamais proportionnels aux efforts. Dans certaines situations, vous avez des effets, oh là là, tout d'un coup ça a bien marché, oh, ça tombe tout juste, paf, les résultats sont positifs, formidable. J'y suis pas pour grand chose, mais les résultats sont géniaux. Parfait.
vous, ça c'est entre les gouttes, tant mieux. Dans d'autres situations, c'est l'inverse. Vous travaillez, vous faites des efforts, des difficultés, vous y revenez, puis vous accouchez d'une souris. Votre souris n'est pas tout à fait à la hauteur de la façon dont vous êtes engagé. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Vous voyez, ici, il y a un problème de décalage entre les efforts et les effets, et donc l'effort est invisible. Le travail réel est invisible. Et un deuxième aspect de l'invisibilité du travail, c'est que nous faisons toujours beaucoup de choses pour éviter des catastrophes. On est conducteur de panier, on évite l'accident. C'est du travail d'éviter l'accident. Ça ne se voit pas. Tout le travail de précaution, tout le travail pour bien mettre les paniers comme il faut, pour pas que derrière les aliments tombent, ça ne se voit pas. C'est-à-dire, le réel n'est pas le réalisé. Le réel dépasse le réalisé. Le réel dépasse le réalisé. Et ça me fait une transition avec la question du management, puisque il ne faut pas faire trop long, donc je vais en rester là pour l'instant. Vous voyez, lorsqu'on est manager et qu'on évalue sur des résultats, c'est catastrophique. Continuer à évaluer par les résultats va à l'encontre de la reconnaissance du travail réel. On n'évalue pas le travail, on ne reconnaît pas le travail par l'évaluation uniquement des résultats. Il ne faut pas que vous vous en désintéressez complètement, bien entendu, parce que souvent les résultats donnent du sens, une orientation, mais ça ne relève pas de la reconnaissance du travail réel. C'est un sacré problème managérial. Comment faire en sorte de mettre en place des dispositifs de reconnaissance du travail qui ne passent pas par la question de l'évaluation des résultats. Deuxième point, manager. Si vous évaluez d'une manière individuelle, vous avez la catastrophe. Parce que les résultats sont toujours c'est toujours une combinaison de coopération. On ne travaille jamais seul. Non. Parce que celui qui a fait les paniers, il va dépendre de celui qui a préparé les paniers. Celui qui est en train de conduire le véhicule pour distribuer les paniers dépend de ce qui s'est passé avant. Donc il y a des formes de coordination qui ont un impact sur la question du travail en amont ou en aval. On ne travaille jamais seul. Et le développement de ces logiques d'évaluation individuelle des performances dans le monde du travail depuis une trentaine d'années, c'est catastrophique. D'ailleurs, le point historique à partir duquel se développent les suicides, les burn-out, les dépressions dans le travail. Il faut donc trouver d'autres formes d'évaluation. Quelle autre forme d'évaluation? Il faut trouver des formes d'évaluation, des formes de coopération, à la fois internes à l'entreprise, internes à vos organisations, et les formes de coopération avec les gens que vous servez, par exemple les mangeurs, par exemple les restaurants collectifs que vous servez, par exemple l'abbaye, puisqu'ici le jardin aussi sert le restaurant. En d'autres termes, il faut trouver des formes d'évaluation de la coopération entre équipes, à l'intérieur des équipes et avec les personnes que l'on sert. Ça demande des retours d'expérience, ça demande d'animer des groupes de pairs, ça demande de passer par la parole des personnes sur ce qu'ils ont fait. Ça prend du temps. Ça demande d'être installé. Mais si ce temps n'est pas pris, si ce temps n'est pas mis en place, n'est pas stabilisé pour faire ce retour de travail, d'expérience entre pairs, il n'y a pas de possibilité de reconnaître le travail réel. Il faut donc savoir animer. Quelquefois, les cadres peuvent animer, vous pouvez animer, quelquefois, vous pouvez le faire. Quelquefois, vous ne pouvez pas le faire parce que les gens ne vont pas oser parler devant vous des difficultés auxquelles ils sont confrontés, parce qu'ils vont être en situation d'hésitation de votre propre jugement de valeur sur eux. Il va y avoir un risque de mélange entre l'évaluation de ce qu'ils font avec l'évaluation de ce qu'ils sont. Et ce mélange entre ce que l'on fait et ce que l'on est dramatique. Surtout n'utilisez pas l'expression de savoir-être. L'expression savoir-être est culpabilisante, dramatique. On a des savoirs techniques, on sait faire un certain nombre de choses, mais on n'est pas savoir-être. L'être est autre chose. Le travail n'a pas à donner un jugement de valeur sur les êtres. Par contre, oui, on peut évaluer les formes de coopération. On
pouvez l'évaluer la façon dont on tient compte des uns et des autres, des difficultés, la façon dont on s'entraide, les moments où on est là, oui, ça on peut en discuter. Organisez dans vos organismes, dans les jardins, des moments de retour d'expérience entre pairs, pas forcément avec la présence des chefs, quelquefois sans les chefs, sans les directeurs, sans les responsables. C'est essentiel pour progresser vers cette reconnaissance du travail. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister à propos du management de la coopération, c'est la question de l'écoute. Julien, tout à l'heure, a insisté sur l'écoute. L'écoute du dirigeant, du cadre, du directeur. Il a tout à fait raison. Mais, attention, quand on écoute, on se charge. Pourquoi on n'écoute pas? Il y a des raisons pour lesquelles on écoute. Déjà, on n'est pas de mauvaise volonté. Les gens ne sont pas de mauvaise volonté. Si on n'écoute pas, c'est qu'il y a des raisons. Eh oui, parce que quand on écoute, alors on se charge du problème. Ah. Si on écoute tout, on a tout sur les épaules. Et à ce moment-là, c'est le cadre ou le dirigeant qui s'écroule. Parce qu'il en a trop sur les épaules. Il faut trop bien faire. Et on voit des cadres et des dirigeants qui s'écroulent, psychiquement, à des moments. Trop sur les épaules. Comment écouter sans tout écouter? Ne croyez pas qu'on peut tout écouter. Impossible. C'est une illusion, c'est comme la transparence. Heureusement qu'on n'est pas complètement transparent. Heureusement qu'on ne raconte pas tout ce que l'on pense. Ce sera affreux. Et tout ce qu'on fait, ce sera atroce. Heureusement qu'on n'est pas tout transparent. Par contre, il faut faire remonter des informations pertinentes, des choses utiles à l'avancée du collectif. C'est la même chose sur la question de l'écoute, pour le cadre. Et donc ça demande pas simplement une posture individuelle, vous êtes extrêmement généreux les uns les autres. C'est évident. Vous êtes là, pas pour rien. Vous avez un engagement d'une personnalité indéniable. Attention à vous-même, attention à votre santé, vous aussi. De votre santé psychique, vous aussi. Vous ne pouvez pas prendre tout en charge sur vos épaules l'ensemble. Alors comment faire le tri? Comment faire le tri entre ce qui vous revient à travers l'écoute et ce qui ne peut pas être assumé uniquement par vous? Comment faire en sorte que vous remonte des choses que vous êtes en capacité de travailler? Eh bien, il faut que les groupes de pairs en discutent. C'est-à-dire du niveau inférieur discute de qu'est-ce que celui qui est au-dessus peut prendre en charge. Vous voyez, je prends généralement complètement à contre-pied les choses. Là. Oui, je prends complètement. Oh là là, les dirigeants, ils nous donnent des directives, il faut faire ci, il faut faire cela. C'est toujours descendant. Oui, c'est pas terrible d'être que descendant. En même temps, on a besoin de cadre dans le travail. Mais attention, en réalité, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ce qui remonte. C'est la dynamique remontante qui pose problème et qui est difficile à assumer. Si les cadres, les dirigeants rejettent l'écoute, c'est parce que remontent trop de choses, trop de charges. Attention à ce qui remonte. Ça doit être discuté de manière intelligente, de telle manière qu'une coopération verticale puisse se mettre en place de manière saine avec les cadres et les dirigeants. Soyez pas trop, comment dirais-je, faites attention à vous. Soignez-vous. Et ça passe par une organisation réflexive dans laquelle vous n'êtes pas toujours présent, animé soit par des gens de l'extérieur, soit par d'autres personnes de votre organisme, de telle manière que vous remontent à vous des questions pertinentes sur lesquelles il y a vraiment besoin de votre compétence et pas les autres, de telle manière que tout ce qui peut ne pas remonter soit traité par le dessous, et c'est tant mieux. Et, j'aurais fini, là, Julien, je vous donne le temps à peu près. Bon, vous n'avez que 20 minutes au cerf. Si vous voulez renouer avec, renouer, non, c'est pas renouer, c'est pas une bonne expression, développer l'innovation qui est la vôtre, l'étendre, développer cette créativité, alors vous avez besoin aussi de la reconnaissance des gens que vous servez. La reconnaissance des mangeurs, la reconnaissance des restaurants, c'est essentiel. Manager, c'est aussi manager les événements qui constituent la reconnaissance des autres pour vous-même. Manager, c'est trouver les moments qui créent des événements de telle manière qu'il y a, alors ici c'est plutôt un mot interne au réseau de Cocagne, des jardins de Cocagne, mais des moments importants où la société vient vous reconnaître, vient reconnaître vos jardiniers, vient reconnaître les encadreurs, vient reconnaître vos cadres, vient reconnaître les accompagnateurs.
Il y a besoin d'une reconnaissance des gens que vous servez. Et c'est de votre responsabilité, cette fois-ci, de dirigeants de ces instances, d'organiser ces événements de manière régulière. Vous ne pouvez pas vous nourrir si le sens du travail n'est pas là et si la reconnaissance des autres n'est pas au rendez-vous de votre travail. Soignez-vous, soignez votre organisme, soignez les jardins de Copenhague.